Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Cocoon Doré. Qui sont les professionnels autour des parents? Quelles sont leurs spécialités? Quelles sont leurs compétences? Qui puis-je consulter pour ma problématique, ma douleur, mes symptômes? Vous souhaitez avoir les réponses? Alors profitez de votre écoute. Je suis Michèle Mattei, fondatrice de la structure Cocoon Doré, dont l'activité principale est d'accompagner, d'aider les parents et futurs parents, notamment au niveau des tâches liées à la vie quotidienne. Aide au repas, aide aux courses, accompagnement véhiculé par exemple. Je vous invite à découvrir toutes les prestations sur les sites internet www.cocoondoré.fr ou www.servicedoré.fr. Vous avez accès au questionnaire sur le site www.cocoondoré.fr pour transmettre vos questions destinées aux professionnels. Vous pouvez également suivre les actualités de la structure Cocoon Doré sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Valérie qui est sophrologue, qui a bien accepté de nous recevoir et de répondre à nos questions, aux questions des parents. Je suis accompagnée aussi d'Amel, qui est coach en alimentation émotionnelle, mais qui est aussi maman de 2 enfants. Et puis, peut-être que ça va te parler, donner envie de poser certaines questions aussi. Donc, merci d'être là et de participer aussi à ce podcast. Je vais d'abord vous laisser vous présenter. Amel, je te laisse la parole. Bonjour, moi je suis Amel. Vous me retrouvez donc sous le nom Amel Naturo Coach. Je suis coach santé et bien-être. Mon parcours personnel a fait que j'ai choisi d'accompagner d'autres personnes en lien donc dans leurs besoins en lien avec l'alimentation émotionnelle. C'est pour ça que je me suis formée donc à l'accompagnement par le coaching et par la naturopathie. Valérie. Merci Michèle de me convier à ce podcast. Donc je suis Valérie Elino, je suis avant tout une femme amoureuse de la vie et amoureuse de la maternité. Je suis sophrologue spécialisée en périnatalité et thérapeute énergétique. Donc j'accompagne essentiellement des femmes dans des problématiques inconfortables de vie. Je leur apprends à être bien, parce qu'être bien, ça s'apprend. J'ai donc une spécialité en périnatalité et aussi dans les épreuves liées à la parentalité. Ça peut être le deuil, ça peut être les interruptions de grossesse, ça peut être aussi le handicap. Une spécialité en santé féminine sur l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, les adénomioses. Je suis moi-même avec une endométriose, donc j'ai vécu ça de l'intérieur et j'ai à cœur d'accompagner toutes ces femmes dans leur cycle de vie. J'ai un cabinet à Cannes-sur-Mer et je fais aussi des visioconsultations. Aujourd'hui, Valérie, on entend beaucoup ce métier, la sophrologie. Pourquoi ça prend tant de place aujourd'hui? Pourquoi beaucoup de personnes s'intéressent au métier de sophrologue? Et qu'est-ce que c'est vraiment? Sans rentrer dans les détails, parce que de toute manière, après, les questions suivront. Mais qu'est-ce que la sophrologie? La sophrologie, c'est une technique psychocorporelle. En fait, elle a été inventée assez récemment, finalement, puisque c'est en 1960, par un neuropsychiatre, qui est le docteur Caicedo, et qui s'est inspiré de différents courants, qui s'est inspiré de l'hypnose, de la psychanalyse, du zen, de l'énergie, du bouddhisme, pour en faire une thérapie harmonisant le corps et la tête. Donc, en fait, j'estime que pour être en bonne santé, il faut qu'il y ait une harmonisation, une cohérence entre 3 intelligences: l'intelligence de la tête, l'intelligence du corps et l'intelligence du cœur. Donc, c'est proposer aux personnes à harmoniser ces 3 grands piliers et à se sentir alignées entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on ressent. Souvent, on est coupé de nos ressentis et à l'aide d'exercices précis, à l'aide de la respiration, de la visualisation positive et des mouvements du corps, on vient préparer le corps et la tête à entrer en harmonie pour mieux appréhender le quotidien. Alors, ce peut être dans des épreuves, ce peut être aussi juste parce qu'on veut bien vivre. On croit souvent qu'il fallait voir une sophrologue parce qu'on n'est pas bien. Oui, mais pas que. Il y a aussi juste être bien, ça s'apprend, et ça s'apprend avec de l'entraînement. Alors, je pense qu'on rentrera peut-être dans le détail plus avant. Quand on fait quelque chose occasionnellement, le cerveau n'intègre pas ce que l'on fait. Donc, plus on va être dans cet apprentissage, dans cet entraînement,
plus le cerveau mémorise, plus il y a de connexions neuronales et plus nos habitudes changent et ça devient vraiment j'ai envie de vous dire, des aptitudes. Donc la sophrologie, c'est vraiment un accompagnement lié à nos émotions. Oui, c'est un accompagnement en fait dans toutes les dimensions, la dimension physique, la dimension psychologique, la dimension émotionnelle et la dimension énergétique. Mais on vient apprendre à réguler ces émotions et les émotions sont souvent nos alliés et pas nos ennemis. Donc un métier qui permet de pallier au stress, aux angoisses. Ça permet de réguler. Souvent on dit gérer les émotions, gérer c'est être encore dans le contrôle. J'ai tendance à dire on vient réguler, c'est-à-dire on fait avec, on fait pas contre les émotions. Et la nuance, on l'apprend en sophrologie. Est-ce que c'est un moteur de confiance en soi aussi? Complètement, d'ailleurs c'est une des indications principales. La sophrologie, c'est la confiance qu'on va renforcer, qu'on va muscler, qui permet d'acquérir des ressources qu'on a déjà en nous, mais qui vont être mises en avant, qui vont être ramenées à la surface pour pouvoir les conscientiser et bien sûr les consolider. Moi, j'avais une question sur ton parcours de formation et sur depuis quand est-ce que tu pratiques du coup la sophrologie? Alors, ça fait 5 ans et je suis de formation scientifique. Je suis biochimiste. Je me suis formée au massage bébé, massage femme enceinte. Je continue le massage bébé, une fois, j'ai oublié de le dire. Plus le massage enceinte parce que j'ai un certain âge maintenant et que je me fatigue. Oui. Et avant, j'étais coordinatrice de soins palliatifs, en soins palliatifs. Depuis 15 ans, j'ai été coordinatrice de soins dans le retour à domicile. J'ai accompagné en fait les patients à mourir à domicile avec une prise en charge pluridisciplinaire. Donc ça a été un métier riche de sens forcément, qui m'a appris vraiment l'empathie, l'humilité, l'écoute. Et ce qui m'avait frappé, c'est que à l'aube de mourir, la plupart des gens avaient beaucoup de regrets. J'ai pas fait ceci. J'aurais dû dire ça. J'ai pas pris assez de temps. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup impacté. Et donc, j'ai eu envie, en fait, de devenir thérapeute. Pour moi. Pas pour une boîte, mais pour être au cœur de ce que je peux apporter à l'autre. Donc, je me suis formée, alors comme je suis fan de la maternité de par mon parcours d'infertilité, je me suis formée au massage prénatal, postnatal, massage métamorphique, massage bébé. Et ensuite, j'ai fait ma formation en 2 ans de sophrologie. Donc, ça a été pour moi, la cerise sur le gâteau, c'était la sophrologie. Parce que ça m'a permis vraiment d'avoir une pratique émotionnelle et de pouvoir donner tout à l'heure, je te parlais de philosophie de vie, c'est ça. Une philosophie, une feuille de route. T'as ton fil rouge. Et sois toi-même. Fais ce que t'as envie de faire. La vie est courte. Respecte-toi, respecte tes besoins, respecte tes émotions. Et là, tout est beaucoup plus simple. Comment se passe concrètement une séance en sophrologie? Si au niveau des méthodes ou techniques, est-ce que ça se fait par des échanges verbaux? Est-ce que c'est par le toucher? Comment ça se passe? On ne touche pas la personne, on est dans un échange verbal essentiellement. La première séance, elle va durer un petit peu plus longtemps, elle dure 1h30, parce qu'on a besoin de prendre connaissance du parcours de la femme, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, s'il y a des problématiques anciennes, comment elle les a traitées avant. Donc il y a vraiment un échange de découvertes. Et ensuite, il y a un accompagnement qui sera proposé, qui est un accompagnement sur mesure. Moi, j'ai pas une liste de protocoles que je vais dérouler. C'est en fonction des attentes et des émotions que traverse la maman que je m'adapte et que je propose un accompagnement. Tu disais dans ta présentation que tu accompagnes les futures mamans, enfin la période prénatale. Comment tu peux apporter une aide aux futures mamans? Alors, pour moi, la sophrologie, quand on fait de la sophrologie quand on est maman ou quand on est aussi dans le désir d'enfant, on vient conscientiser ce qu'on veut être et comment on veut porter la vie. C'est-à-dire vivre une grossesse en conscience. J'y mets même un caractère un petit peu sacré parce que notre corps devient la maison, devient le temple de notre bébé. Et pour que le bébé puisse être en harmonie avec sa maman, il y a des techniques. On va renforcer le lien in utero. On va aussi accompagner les transformations du corps.
On va accompagner aussi les émotions qui sont fluctuantes, puisque les hormones elles font un grand yo-yo. On vient donc harmoniser donc le corps et la tête, les pensées. On vient aussi apprendre à la maman à se détendre et à se détendre sur mesure, se consacrer du temps pour pouvoir aussi le jour de l'accouchement mettre en application toutes ces pratiques où elles se seront entraînées pour pouvoir le jour J être dans les meilleures conditions possibles. Donc la sophrologie a des impacts sur l'accouchement en fait. Alors, elle a un impact déjà sur le développement du bébé. Il y a des études scientifiques qui montrent aujourd'hui que in utero, le bébé commence à développer ses capacités affectives, ses capacités intellectuelles, ses capacités relationnelles. En fait, tout ce que maman vit, bébé le vit. Et donc, ce lien maman-bébé est capital. Et la sophrologie permet de renforcer ce lien, de renforcer cette capacité à accueillir son enfant dans les meilleures conditions. Et c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, un outil de connaissance de soi d'abord et de savoir ce que l'on veut faire de cette maternité, comment on veut accueillir son enfant. Mais c'est pas des exercices de respiration ou quoi que ce soit, c'est vraiment au niveau des échanges. Alors, il y a des exercices de respiration. La respiration, c'est en fait la première chose qui vient quand on naît et la dernière chose qui tombe là. Donc, c'est vraiment un des piliers, c'est faire des exercices de respiration contrôlés, c'est amener du mouvement aussi dans le corps, c'est des mouvements doux, et c'est la visualisation. Le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui est rêvé et quelque chose qui est vécu. Donc, on a un levier de transformation hyper important. Donc, on va échanger, on va faire des audios ensemble. Elles vont repartir avec donc des enregistrements et elles vont les écouter à domicile pour pouvoir s'entraîner. L'entraînement, comme je le disais tout à l'heure, c'est capital pour que le cerveau puisse intégrer et être, entre guillemets, reprogrammé de façon positive. Donc non, ce n'est pas qu'un échange. Peut-être que tu as eu cette question par rapport à la psychologie. Oui, elle allait arriver après, mais oui, j'ai cette question. La sophrologie, tu inclus vraiment le corps. Tu inclus l'alignement entre tes pensées et tes émotions. Les pensées, les émotions sont intimement liées. Et on va venir les rencontrer dans le corps. On va venir les rencontrer au travers de la respiration. On va venir rencontrer aussi ces projections dans la visualisation positive. Le psychologue, elle va encourager à poser des mots. La psychologie ne fait pas référence au corps. On va pas respirer, on va pas mobiliser le corps, on va pas faire de la visualisation. C'est des échanges verbaux, c'est de l'analyse transactionnelle, c'est peut-être chercher l'origine davantage de ce qui est là. Moi, c'est non seulement poser des mots, mais c'est aussi associer le corps pour que le cerveau comprenne que c'est pas que dans la tête que ça se passe. On a un corps. Et dans ce corps, il y a un bébé qui se construit. Dans ce corps, il y a des émotions qui circulent. Dans ce corps, il y a peut-être des blocages. Et on va aller les rencontrer pour les déloger, pour les harmoniser tout ça. Donc c'est une reprogrammation neurosensorielle, je te rappelle, la tête, sensorielle, le corps. Donc pour certaines personnes, ça va être peut-être complémentaire ou tu vas peut-être orienter en disant soit mieux voir un psychologue. S'il y a une problématique plus analytique, c'est pas mon job. D'accord. Et donc à ce moment-là, je relais. Et on n'est surtout pas en compétition. Souvent, j'entends des choses pas très agréables, mais c'est pas le cas du tout. C'est drôle parce que dans certains métiers comme ça, il y a des compétitions avec d'autres. Par exemple, dernièrement, j'ai interviewé la doula, donc doula sage-femme. Enfin, c'est bien parce qu'au moins les gens vont savoir que c'est des métiers complémentaires et pas des métiers qui essayent on est complémentaires, on s'enrichit des pratiques, de nos pratiques ensemble. Et même, j'ai envie de te dire, et même si il y a une autre sophrologue qui est spécialisée comme moi en périnatalité, en PMA, en deuil, etc. Mais elle a sa signature à elle. Bien sûr. Et moi, j'ai la mienne. C'est ça. Donc moi, il n'y a personne qui... je me sens pas en concurrence. On est toutes là avec nos caractéristiques, nos spécificités, notre âme, notre intuition. Et puis, il en faut pour tout le monde. Comme je dis, de toute façon, on est nombreux et une personne ne parle pas forcément à une autre. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est pour ça que c'est très bien d'orienter comme ça et de travailler en complément avec d'autres personnes.
je dis toujours, on est toujours le rayon de soleil de quelqu'un. D'accord. Est-ce que tu as un cas pratique d'une future maman que tu as aidée? Alors des cas pratiques, j'en ai un certain nombre, mais celle qui me vient en tête, en fait, c'est une maman qui est plutôt vers la quarantaine, qui a mûri ce projet maternité et qui a voulu mettre une dimension, on va dire, globale dans sa maternité. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, elle ne savait pas respirer, elle était complètement coupée de ses ressentis, qu'elle avait justement attendu cet enfant longtemps et qui avait une émotion de frustration qui s'était logée dans son corps et elle n'avait pas conscience de tout ça. Et quand on a échangé, quand on a respiré, quand on est allé rencontrer toutes ces émotions, elle a compris en fait pourquoi elle n'avait pas été enceinte avant. Voilà, il y a eu des blocages qui se sont passés. Elle a appris à se connaître. Elle a appris à faire ses pratiques et à tisser un lien précoce avec son bébé. Donc elle est venue, je crois que c'était avant les 3 mois, c'était avant la déclaration de la 12e semaine, et elle a vraiment pris conscience que c'est un voyage intérieur. Et elle a pris conscience de cette dimension intérieure avec le corps. Bon, moi, je vais beaucoup insister sur le corps. Le corps est indissociable. On a un cerveau, mais on a aussi un corps. Et si tu as pas une harmonisation, t'es un petit peu On dit souvent d'ailleurs que le corps réagit en fonction de ce qui se passe dans la tête. Complètement. C'est des conséquences. On dit souvent neurosensorielles. La tête et les sens. Les sens, c'est le corps. On dit souvent le ventre maternel, c'est une salle de classe. Parce que le bébé, il va apprendre plein de choses pendant son voyage en mer. J'aime bien aussi, moi je suis très métaphore. Et il va comprendre tout ce qui se passe. Il va connaître sa mère par cœur. Il va y être pendant 9 mois. Donc tout ce que sa maman va lui transmettre, il va l'acquérir. C'est pour ça qu'on dit que le lien in utero est très très important dans la construction de l'enfant à naître. Je vais m'adresser à toi, Amel. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça ou à un sujet précédent? Dans mon désir d'enfant, j'ai pas fait appel à un professionnel, mais par contre, j'ai fait, pensé et parfois écrit le projet de maternité. Avec mon mari, on en a parlé. C'est génial. On a fait un projet. C'était important parce que on a fait pareil pour le mariage d'ailleurs, parce que j'ai une relation, je fais une aparté, mais j'ai une relation où on s'est mariés 4 mois après s'être rencontrés. Mais ça s'est fait sur un projet de mariage. Ah oui. Ça a été un coup de foudre. Il y a une histoire. On a été à l'école ensemble petit, il y a une histoire. C'est pas comme si on se connaissait absolument pas, les familles se connaissaient. Donc ça a été un projet de mariage. Mais par contre, j'y suis pas allée tête baissée et on a fait pareil pour les enfants. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on peut être accompagné par un professionnel sur cet aspect-là. Oui, parce qu'en fait, tu vas mettre des mots sur ton désir. Est-ce que tu veux un enfant parce que c'est l'horloge qui tourne? Est-ce que tu veux un enfant parce que tu es censée être femme, donc ça veut dire être mère. Tu veux un enfant parce que la pression sociale, voilà, la pression dans la familiale. société, femme doit affronter. Donc on met des mots. Et après, quel genre de mère tu te vois être? Quel genre de mère déjà tu as? Est-ce que tu t'identifies à elle? Dans ta lignée de femmes, quels ont été les rôles de mère? Quelles sont les croyances? Parce que ça va peut-être ça va peut-être engendrer des croyances. En fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis auto-coachée sur ça et ça fait émerger quelque chose dans mon esprit là sur le lien entre ce que je propose et ce que je fais et la parentalité ou la périnatalité en tout cas. C'est vraiment d'avoir conscience de ce qu'on nous a transmis, qu'est-ce que nous voulons pour aujourd'hui pour nous. Et puis, qu'est-ce que nous voulons transmettre en tant que mère? C'est carrément ça. C'est quelque chose à laquelle, on nous offre pas d'espace pour réfléchir à ça. Si on n'a pas nous-mêmes le recul et l'intelligence finalement de le faire, on nous offre pas cet espace-là et on se retrouve souvent en tant que jeune maman. Moi, ça a été mon cas. J'ai fait 2 burn-out maternels, sachant que mes enfants ont 21 mois d'écart. Résultat, voilà, il y a eu plein de conséquences. Mais on nous offre pas cet espace-là. Donc, si nous-mêmes on se pose pas ces questions-là, moi, je me les suis posées, mais dans le train. Pas avant de monter dans le train, en fait. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'il y a des fois où j'ai sauté du train, en fait. C'est vraiment ça l'image. Et du coup, j'ai réussi à reprendre ce train, mais dans le wagon que je voulais et à la vitesse que je voulais.
Ça a été compliqué. Effectivement, si on l'avait projeté avant ce voyage, on aurait vécu différemment. C'est Mon ça. mari et moi. Hein. De toute façon, C'est hyper plus intéressant. il y a d'anticipation, plus tu mets dans la conscience dans ce que tu veux créer. Bien sûr. Je sors un peu du cadre, mais on va y revenir. Toi, ta cible, c'est les futures mamans, mais tu as aussi des adultes, des Pour moi, ados. j'accompagne essentiellement des femmes, donc dans la santé féminine, j'en ai parlé, dans le développement personnel, apprendre à se connaître, parce que être bien, ça s'apprend. Dans le développement personnel, c'est la gestion de la confiance en soi, l'estime de soi, prendre sa place en tant que femme, que mère, en tant que fille, en tant qu'épouse. Voilà, la femme, elle a plein de facettes. Et c'est savoir qui on est et ce qu'on veut devenir surtout et ce qu'on veut laisser aussi. Donc j'accompagne les adolescentes aussi, notamment quand elles ont leur première règle, comment elles perçoivent cette puberté, comment elles perçoivent aussi leur sexualité. J'accompagne aussi les femmes dans les cycles de vie. On dit maternité, on dit puberté, mais on dit aussi ménopause. Dans tout ce qui est transition de vie. Tu pars à la retraite, tu déménages, tu te reconvertis. À chaque fois qu'il y a une transition, il y a forcément des émotions qui te traversent. Et donc, c'est un accompagnement émotionnel aussi. Est-ce qu'il y a des hommes qui viennent aussi? Alors, j'ai des hommes, hein. D'ailleurs, plus des chefs d'entreprise qui là ont besoin de se ressourcer, ont besoin de prendre du temps pour eux, ont besoin de comprendre. Ils sont beaucoup dans la performance, dans le faire, et peu dans le être. Et donc, je leur fais découvrir cet alignement, cette harmonisation entre le faire et le être. Il faut que ce soit à l'équilibre. Du coup, quand tu dis transition, c'est que quelqu'un, par exemple, qui va passer un examen et qui est stressé, angoissé, tu es là aussi pour Ouais, toi. c'est de la préparation mentale. Donc, ça peut être, on va préparer l'accouchement. Donc, on peut préparer aussi toutes sortes, on va dire, d'événements importants. C'est le permis de conduire, c'est le bac, c'est un entretien d'embauche, c'est une mariage aussi. Il y a beaucoup de jeunes mariés, enfin de futurs jeunes mariés, qui sont très stressés et qui viennent me voir pour lâcher prise, pour évacuer, parce que on apprend à réguler les émotions en les évacuant, en les libérant et dans la conscience. Ouais. Parce que en fait, chaque fois que je fais des interviews, je me mets en tant que patiente. Et là, j'étais en train de penser à quand j'étais responsable de secteur, j'ai fait une VAE de conseillère économique, sociale et familiale. Et je suis tombée enceinte. Et je me faisais accompagner par un tuteur. Et donc, j'étais motivée. Enfin, quand je suis enceinte, je suis très motivée. J'ai accouché juste avant mon examen. La période de l'examen, rien à voir. Et en plus, j'ai allaité. Donc, j'ai laissé le bébé pour aller passer l'examen. En fait, tu auras une boîte à outils. On a plein de pratiques à mettre dedans. Et tu pioches ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. D'accord. Et j'ai envie de te dire que la sophrologie, alors tu l'as le temps de l'accompagnement, mais ça te sert bien après. Cette boîte à outils, tu l'as à vie. C'est comme une boîte à secours. Et donc, ça te permet d'être bien au-delà de ta maternité, au-delà de la problématique pour laquelle tu viens me voir. Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt un art de vivre. C'est une philosophie de vie. Voilà. C'est être bien avec soi-même, accueillir ce qui est là, accueillir ses émotions, accueillir aussi les épreuves, parce que oui, c'est compliqué de traverser des épreuves de vie, mais elles nous apprennent tellement sur nous et tellement sur nos ressources. Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai une endométriose, donc j'ai été déclarée stérile, je pouvais pas avoir d'enfant. Donc tout ce parcours, ça m'a beaucoup appris et j'ai quand même eu 2 bébés miracles. Donc je me suis fait accompagner, j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes qui m'ont permis de croire en moi, de croire en mes propres ressources. Et on a toutes des trésors cachés. Et l'objectif, c'est de choisir la bonne personne, la bonne thérapeute. C'est ça. Et ça, c'est intuitif, faut faire confiance à sa boussole intérieure. Et la boussole intérieure, ça s'appelle le cœur. C'est ton cœur qui te C'est beau. Tu agis du coup en prévention de la dépression, par exemple, postnatale. Alors, postnatal, c'est vrai qu'il y a dépression ou baby blues, ce qui est différent. Mais on vient surtout prendre conscience de ce qui est là. C'est-à-dire, on est dans le moment présent et on accueille ce qui te traverse à l'instant T.
ça va permettre de désamorcer toute cette intensité de changement, parce qu'il y a un changement, parce que la famille s'agrandit, il y a un changement hormonal, il y a un changement dans tes capacités, parce que tu vas devenir maman et que tu te mets une pression de fou et que tu veux être la mère parfaite. Il y a une pression sociale, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Oui. Donc il y a énormément de changements dans la vie d'une jeune maman et on vient accueillir ce qui est là. On met du sens à ce qui arrive pour déculpabiliser et dédramatiser que oui, tu as le droit de pleurer, oui, tu as le droit d'être submergé, oui, tu as le droit de demander de l'aide, oui, tu as le droit de dire non. Donc c'est accompagner tous ces changements dans la bienveillance et dans le non-jugement. Est-ce que tu travailles en collaboration avec d'autres professionnels? Je pensais par exemple à une maman, comme tu dis, qui se pose beaucoup de questions. On doit allaiter, on doit pas allaiter. J'ai envie, j'ai pas envie. Elle sait pas trop quel choix elle va faire. Elle se met beaucoup de pression par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais travailler avec une consultante en lactation, par exemple, pour ça? Carrément. Alors, la maternité, je trouve que c'est une période de vie tellement enrichissante parce que tu peux faire appel à une naturopathe pour ton alimentation, en désir d'enfant, pendant ta grossesse. Il faut pas dire on mange pour deux, mais on mange mieux. Donc là, il faut te faire aider aussi. Il y a l'ostéopathie, il y a les conseillères en lactation, il y a aussi des psychologues spécialisés en périnatalité. Donc, il y a vraiment un accompagnement pluridisciplinaire. On a toute notre pierre à apporter. Et moi, je travaille en collaboration vraiment avec des doulas, avec des naturopathes, des sages-femmes, des gynécologues, en fait, tous les acteurs clés de la maternité. On est vraiment complémentaires. Et après, charge à chaque jeune maman, future maman, de vouloir ou pas. Tu peux être amené à les orienter vers ces moi, j'ai professionnels. un réseau sur lequel je m'appuie et on est toutes en lien pour répondre à chaque attente de chaque future maman. Est-ce que tu as déjà une demande de parents dont le bébé est prima? Actuellement, tu vois, j'ai deux jeunes parents, très jeunes, ils ont 21 ans tous les deux. Un bébé qui n'était pas prévu, mais qui est arrivé, qui a été accueilli dans beaucoup d'amour, mais de par le jeune âge, de par la prématurité, c'est un couple qui a besoin d'être accompagné. Donc je les reçois tous les deux et je leur fais verbaliser leurs émotions et on travaille ensemble des techniques de respiration essentiellement. Moi, j'aime bien aussi faire les amener à faire des rituels, tu vois, enfin des rituels, des espèces d'expériences. Ça peut être l'écriture thérapeutique, ça peut être là, tu vois, je leur ai demandé d'écrire leurs émotions sur des galets. Bon, à Nice, on a une plage de galets et ils vont à la mer, ils vont jeter le galet vers l'horizon. Tu vois, c'est symbolique comme geste, mais ça permet de conscientiser que tout ça, cette culpabilité de pas faire assez, de pas être présent, de pas avoir mieux anticipé. Enfin, c'est des jeunes gens qui se mettent beaucoup de pression et ça leur permet, voilà, de s'alléger de tout ce poids. Donc la sophrologie, vraiment, c'est la régulation émotionnelle dans ce cadre-là. Est-ce que tu travailles avec des hôpitaux ou est-ce que tu as déjà travaillé aussi avec des sages-femmes? Elle m'envoie du monde dans tout ce qui est aussi deuil périnatal, IVG, dans tout ce qui est apparition de l'handicap in utero. Et je travaille aussi beaucoup en PMA puisque j'ai une petite spécialité aussi là-dedans. J'ai un programme qui s'appelle Du cœur au corps qui accompagne vraiment les mamans en PMA. Donc je travaille avec tous les centres de PMA. Donc ça t'appartient. Tous les sophrologues n'ont pas cette non, moi je me suis formée. Alors j'ai fait une spécialité en périnatalité, en deuil périnatal et en gestion du stress. Et ça me tient vraiment à cœur parce que tu penses bien que moi j'ai pas eu recours à la PMA, mais voilà, j'ai été déclarée stérile avec tout ce que ça peut engendrer. Ça fait quand même quelques années, donc je suis restée beaucoup dans une errance médicale. Et aujourd'hui, voilà, je veux apporter ma pierre à l'édifice et dire que tout est possible. Parce que vraiment, moi je le crois vraiment. J'ai une question de maman. La sophrologie contribue-t-elle à la diminution de la douleur? Donc en fait, avec tout ce que tu viens de dire, c'est non. C'est pas la sophrologie qui va faire que la douleur n'y sera plus, mais c'est le travail qu'on va faire ensemble qui va faire qu'on va prendre conscience. C'est ça. C'est ça, complètement. D'accord. C'est tout à fait ça. C'est qu'on va appréhender la douleur différemment. D'accord. Quelle perception j'en ai à la base de la douleur?
On a tous eu des événements où on a eu mal. Donc, on va retourner à cette douleur-là. Qu'est-ce que cette douleur t'a appris? Qu'est-ce que t'en retiens? Et après, il y a la douleur pour l'accouchement. La douleur pour l'accouchement, je leur mets des nouvelles lunettes quand on a cette douleur-là. Ça veut dire que bébé arrive. Ça veut dire que le muscle utérin est en train de travailler et il accompagne le bébé à naître. Donc, est-ce que tu perçois la douleur comme vraiment quelque chose de un handicap ou comme une action motrice qui va faire que tu vas aller à la rencontre de ton bébé? Et on vient défocaliser. C'est différent, du coup. Mais oui, Ah oui, complètement. forcément. On vient défocaliser cette douleur qui n'est pas une lésion, mais qui est juste mécanique. Ton bébé arrive. Donc, accompagne cette douleur. Laisse-la te traverser. Laisse-la être pour que ton bébé arrive. Et là, c'est le grand jour, quoi. C'est le jour J, ça y est, il est là. Et vous êtes là tous les deux ensemble. Donc, tout ça, c'est un éclairage nouveau. Et la sophrologie est vraiment l'outil. Forcément, je suis fan, idéal pour dédramatiser ce côté douleur. La douleur, c'est aussi une peur. Peur d'avoir mal. Est-ce que c'est une menace réelle? Est-ce que c'est pas toi qui exagère? Est-ce que c'est pas toi qui mets tant d'emphase à ça? Donc, on va aussi désamorcer cette peur. Il y a un moment où tu parles, Valérie, de l'accompagnement que tu fais sur les mamans qui sont dans un désir d'enfant pour qu'elles puissent justement faire quelque part le bilan, comme tu disais aussi dans les accompagnements, de faire le bilan de où j'en suis en tant que jeune femme, dans mon désir d'enfant et dans ma position et dans ma vision de moi en tant que future maman. Pour ma propre expérience, j'ai vécu de belles grossesses, mais des grossesses avec encore beaucoup de questions que j'avais laissées dans une espèce de boîte de Pandore en disant que je verrai ça plus tard. Grosse erreur. Effectivement, j'ai pas eu des personnes telles que toi sur mon parcours qui ont pu me dire, je pense que ça vaut le coup d'ouvrir cette boîte de Pandore maintenant parce que tu vas déposer ce qui a besoin d'être déposé en tout cas pour partir justement avec quelque chose de pur et d'équilibré et qui soit ok pour accueillir en fait cet enfant. Et donc j'ai vécu une grossesse en me disant tout le temps, je suis un bébé qui fait un bébé en fait. Je suis un bébé qui fait un bébé, je suis pas finie. J'ai très très envie d'être maman, c'est quelque chose que je trouve magnifique. On en est à un stade avec mon époux où on en a envie tous les deux, on l'a projeté, on voulait. Mais mon travail seul sur moi-même, sur mon parcours, sur mon enfance, voire même des choses comme ça que j'ai pas mis au clair. Et j'aurais eu certainement besoin à ce moment-là de faire un travail sur ça pour partir. Et je fais le lien entre ce que tu dis qu'on transmet effectivement à notre enfant dans le corps et ce que souvent en tant qu'adulte maintenant, on en parle beaucoup plus, on vient travailler sur nos blessures originelles, sur nos blessures émotionnelles. Et la question qui revient souvent dans cette pratique-là, c'est de dire mais je vois pas en fait de quelle blessure il peut s'agir. Je suis remontée suffisamment loin et je vois pas de blessure plus importante dont je me souviens que celle-ci, qui peut être l'originelle pour moi. Mais est-ce que ça a pu m'arriver dans le ventre de ma maman en fait? Bien sûr. Et je fais complètement le lien entre comment on vit notre grossesse en tant que maman et comment notre enfant adulte va devoir ou non revenir sur cette blessure originelle. Et voilà, je fais ce lien-là, ça m'a vraiment parlé. Mais les blessures in utero existent. Oui. Et c'est vrai quand on fait le premier entretien, on va parler de la maman, de la future maman. Oui. On va parler même jusque de la grand-mère, de voir comment elles ont vécu leur maternité. Est-ce qu'il y a eu des événements émotionnels, voire traumatiques, qui ont pu justement induire des mémoires, des empreintes, et qui se révèlent a posteriori. Ça, il y a tout un travail de décodage dans cette transmission aussi. Tout à fait. Et on arrive parfois à des parcours où des mamans nous disent, ah oui, effectivement, donc sa propre mère, m'a déjà confié le fait qu'elle ne désirait pas cette grossesse à ce moment-là particulièrement. Elle m'a toujours dit qu'elle-même, mais elle ne désirait pas cette grossesse. Et effectivement, ça s'imprime sur nous et on se rend compte qu'on a ce bagage-là. C'est ça. Et rendre la blessure à la personne, c'est ça. Ça ne veut pas dire la nier, c'est juste qu'elle reprenne sa juste place. Pour tes 2 grossesses, toi, tu connaissais ce métier? Pas du tout, justement. En fait, j'ai rencontré
pour la préparation à l'accouchement, parce que j'ai souhaité faire un accouchement sans péridurale. Je ne suis pas allée au bout de ce processus, j'y suis pas parvenue. Mais effectivement, j'ai rencontré une personne donc, qui était sage-femme et sophrologue et qui nous a préparé en fait à l'accouchement sans douleur. Il y a quelque chose que j'ai pas compris et que j'ai compris maintenant quand tu en as parlé, c'est que sans douleur ne voulait pas dire que je n'allais pas ressentir la douleur, mais voulait surtout dire que j'allais percevoir la douleur comme une alliée d'une façon différente. Et c'est vraiment du coup, c'est là où tes mots sont très très importants. Je n'ai pas reçu le message de cette façon-là à ce moment-là. Voilà. Les choses se sont faites ainsi et c'est parfait comme ça. Je l'accepte très bien comme ça, mais c'est important. Non, merci pour ce joli Merci témoignage, beaucoup. très très chouette. Est-ce que, en termes de séances de sophrologie, il y a des traitements? Moi, j'aime bien dire que je donne des devoirs bien-être. C'est-à-dire, c'est des pratiques à réaliser à la maison pour habituer le cerveau. On revient à cet apprentissage, à cette reprogrammation. Il faut que le cerveau comprenne. Pour l'acquérir, pour que ce soit intégré, il faut pratiquer. Donc voilà, je donne des petits exercices de respiration, des exercices d'écriture thérapeutique aussi, écouter des audios. Et ensuite, à chaque séance, on fait le point sur ce qui s'est passé à domicile. Alors, est-ce que tu as pratiqué, pas pratiqué, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, comment tu te sens aujourd'hui, et combien même je dis souvent, je fais le SAV entre les séances, c'est-à-dire que si la future maman a besoin de m'envoyer un texto, elle a besoin de moi, je reste aussi disponible. Tu en as parlé déjà tout à l'heure du deuil périnatal, mais je vais revenir dessus. Donc le deuil périnatal, les maladies. Sur un des podcasts que j'ai fait, j'avais une maman qui avait eu un cancer du sein avant sa grossesse. Donc beaucoup de peur par rapport à cela sur l'allaitement. Tu agis sur des complications, des césariennes, tu l'as dit, mais est-ce que tu peux compléter par rapport à tout ça? Il y a de la régulation émotionnelle, il y a de la préparation mentale. C'est-à-dire se préparer à une césarienne, c'est tout à fait possible. On va dédramatiser cette frustration parce que souvent les mamans me disent oh, mais tu comprends, mais moi j'aurais tellement aimé accoucher par voie basse, j'aurais tellement aimé. Ok, est-ce qu'on peut changer la réalité? Il y a une indication médicale, c'est ainsi. Donc accepter que le médical, c'est ce qu'il fait et comment aujourd'hui tu peux intégrer ça dans ta projection future mentale. Et ça, on l'intègre par de la visualisation, par renforcer la confiance. Quand il y a un souci à l'allaitement, alors moi je suis pas spécialiste, mais s'il y a vraiment une émotion liée à ça, je le fais, mais sinon je redirige vers une consultante. D'accord. Parce que elle a davantage les connaissances physiologiques pour peut-être désamorcer le problème. Donc j'ai envie de te dire, quoi que tu traverses dans ta maternité ou dans ton post-natal, il y a toujours une solution à gérer tes émotions, à réguler tes émotions et à te projeter positivement. Il faut juste savoir que tu as tout en toi. Mais tu sais, il y a des personnes qui avortent, mais qui font le choix d'avorter, sous plusieurs raisons, qui font le choix d'avorter. Et ces personnes-là, en fait, gardent ce poids-là. Mais elles doivent le faire, donc elles l'ont fait. Mettre de la conscience dans Voilà. ta vie. C'est ça. Donc, ce poids qui reste. Oui, je n'ai pas voulu ce bébé. À déculpabiliser, voilà. C'est ça. Toute ta vie, tu vas pas te mettre un sac à dos qui pèse Bien trop sûr. lourd. Bien sûr. C'est à cet instant-là, oui, j'ai fait ça. Maintenant, je conscientise que cet enfant a existé, même si je l'ai fait partir. Il a existé, et quand tu permets à cet enfant d'exister, tu lui permets d'avoir une place. Et quand tu lui permets d'avoir une place, cette culpabilité, elle s'en va. Mais il faut mettre des mots. Il faut que la personne, elle le verbalise. Parce que moi, ce que je peux dire, oui, elle a longtemps, mais elle n'intègre pas. Et donc, quand tu respires, quand tu vas en état de conscience modifié, c'est-à-dire t'es entre veille et sommeil, moi, je leur fais connecter avec leur ventre. Là, il y a eu un embryon. Voilà. Souviens-toi ou souvenez-vous quand vous étiez ensemble. Voilà. Ça fait partie de votre parcours. Et oui, on va passer rapidement l'étape où j'avorte. Voilà. Et voilà, ce bébé n'est plus là. Il est alors dans la galaxie, il est après selon les croyances, je m'adapte, selon les croyances de chacune. Et je lui fais de la place. Il a existé.
Et quand on fait ça, très souvent, il y a quelque chose qui s'évapore, enfin qui s'allège. Mais chaque personne est différente et chaque personne, moi je dis, a le droit, et quand bien même on est en colère, d'un viol, bon, j'ai jamais eu ça, Bien sûr. mais ça peut être ça, et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tu es maître de ton corps, hein, ton corps t'appartient. C'est d'autant plus important quand on peut être amené à accueillir une grossesse par la suite. Je pense que Oui, ça va aussi peser sur les grossesses qui c'est ça. viendront après. Et oui, c'est mettre un nom sur ce qui s'est passé, et non seulement un nom à ce qui s'est passé, mais une émotion. C'était quoi l'émotion qui t'a traversé? On se dit, oh, je sais plus trop, ça fait quand même longtemps. Ok, ferme les yeux. Allez, on va apaiser la respiration. Souviens-toi, maintenant, jamais. Et là, Il y a plein de choses qui ressortent. ça a un sens. Et je le préviens, je dis, ici, vous êtes dans un espace intimiste et sacré. Tout peut être dit. Il n'y a pas, on va pas bâillonner, on censure pas, on dit pas c'est pas correct, on dit pas je dois pas pleurer, ça fait trop longtemps, et toutes les injonctions. Voilà, tu as besoin de te libérer. C'est un espace dédié pour toi. Je pense aussi à la future maman qui a allaité. Oui. Et alors, Il y a les grossesses beaucoup, pathologiques, alors là, j'accompagne une jeune maman, qui attend des jumeaux. Et là, donc, la semaine dernière, on a fait une séance en visio parce qu'elle peut plus venir. Elle est alitée. Et bon, j'espère que voilà, on fait beaucoup de visualisation. Elle parle beaucoup à son bébé, elle rassure ses bébés à rester encore bien au chaud. Elle verbalise aussi tout ce qui peut se passer dans sa tête. Elle le verbalise avec moi, mais en le verbalisant avec moi, elle le verbalise aussi à ses bébés. Donc elle permet aussi de transmettre, on va dire, une information émotionnelle à ses bébés en disant allez, on tient encore bon. On a encore du temps ensemble, donc elle respire, elle se fait accompagner aussi par un psychologue, de manière à aussi allier le corps et l'esprit. Et là, on est deux à travailler ensemble. Tout à l'heure, toutes les deux, vous disiez, enfin, vous disiez d'ailleurs que là, on commence beaucoup à entendre parler de sophrologie, il y a beaucoup de thérapeutes. Mais est-ce qu'à l'étranger aussi, c'est pareil? Est-ce que c'est plus connu à l'étranger? Est-ce que Moi, je suis en sais lien beaucoup avec le Canada, parce qu'ils sont avant-gardistes sur des tas de choses. Hmm. Eh bien, sophrologie, ça n'existe pas. D'accord. C'est inclus dans d'autres thérapeutiques, c'est-à-dire la dimension du corps. C'est à travers la kinésiologie, tu vois, Okay. à travers aussi, il y a certains psys qui mettent la dimension du corps. Mais curieusement, quand j'échange, ah non, mais nous, on n'a pas de sophrologue comme vous avez en France. D'accord. Mais la pratique, elle est quand même associée à une autre thérapie. Ça, c'est Pas pour le sophrologue Canada. pur, ouais. Les pays européens, je sais pas trop. Aux Pays-Bas, oui, parce que je travaille avec une doula aux Pays-Bas. En Italie, je sais pas. Donc, vraiment, là, tu me poses une colle. T'as beaucoup de clientèle étrangère? Alors, je fais de la visio avec donc les Pays-Bas, avec l'Espagne, le Maroc. Donc, j'ai quelques consultations en visio. Et comment ils t'ont connu? Alors, c'est le bouche à oreille. D'accord. La visio, c'est bien aussi hein, pour les personnes qui sont en France aussi et qui se reconnaissent à travers mon accompagnement. Et par visio, les choses se passent très bien. Bon, après le présentiel, il n'y a pas mieux. Hein. Enfin, après, il faut être clair. Hein. En tout cas, moi, dans ma conception, il n'y a pas mieux que le présentiel. Valérie, quelles sont les limites de ton métier? Alors, pas de limite d'âge, j'ai envie de te dire. De la sophro, tu peux le faire à partir de 24 ans. Ma plus vieille patiente, elle a 92 ans. D'ailleurs, je l'ai vue il y a plein de jours. Donc, c'est génial. Après, il y a une limite, c'est-à-dire toutes les psychoses. Il y a des contre-indications. Ouais, des contre-indications. Certaines névroses. Mais après, voilà, tout le monde peut, en tout cas, faire de la régulation émotionnelle. Mes limites, c'est aussi mes propres limites, c'est-à-dire quand, parfois,
je sens qu'il n'y a pas d'alliance avec ma patiente ou mon patient et je ne continue pas. C'est-à-dire que je leur dis moi là je me sens pas de continuer avec vous, ou si je sens qu'il n'y a pas adhésion, moi le but c'est que on vient pas me voir pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois. Si je vois que au bout de 7, 8 séances, on n'avance pas, euh, je vais poser la question, est-ce que je suis la bonne thérapeute pour toi ou pour vous? Et je pense qu'il faut en toute humilité aussi savoir que des fois, ben, ça matche pas. Des fois, il vaut mieux arrêter plutôt que de poursuivre. Et pour moi, c'est contre-productif d'aller au-delà. Est-ce qu'il y a un minimum de séances? C'est toujours difficile cette question parce que on est toutes uniques. Alors, c'est sûr que si j'accompagne une PMA, ça va pas se faire en une séance. Si j'accompagne vraiment des épreuves de vie, j'ai envie de te dire 5, 6 au moins. Après, ça peut aller jusqu'à 10, 12. Euh, Au-delà, ça me paraît quand même trop long. Après, on peut y se passer. Moi, je fais très souvent 1 à 2 séances par an, ce que j'appelle les séances bilan. C'est-à-dire que la personne revient me voir alors qu'elle a accouché, alors qu'elle est déjà parent, alors qu'elle a passé son bac, alors que ça y est, elle est ménopausée. Elle revient, on fait juste un point en disant voilà, comment je me sens aujourd'hui. Regarde dans ton rétroviseur, regarde ce que tu as accompli. Et ça donne des ressources complémentaires pour, allez, maintenant, je suis armée, je suis équipée et je peux aller de l'avant. Et ça fait du bien quand même des fois de se retourner et de se dire, ouais, quand même. On réalise pas toujours l'évolution. Et je pourrais le faire encore. Quels sont les tarifs de la sophrologie en général? Et puis après, si tu veux parler des tiens, mais quelle est la tranche? Alors, tu as de 50 jusqu'à 100 euros. Moi, je suis à 60 euros. La séance, donc, dure 1 heure. Sauf la première, elle dure 1 heure et demie, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Ensuite, il y a des programmes. Moi, j'aime bien parler aussi des programmes qui sont des séances, 5 à 6 séances, où là, tu as les audios que tu peux enregistrer, ma disponibilité H24, j'ai envie de dire presque. Tu as des supports aussi. Donc là, ça fait partie d'un programme. Sinon, c'est remboursé. Donc, interrogez vos mutuelles. Ça, soit c'est des forfaits, soit c'est en nombre de séances. Et depuis le Covid, j'ai envie de dire, il y a vraiment une prise en charge qui est meilleure, comme si enfin on prend en compte que la dimension émotionnelle dans une prise en charge médicale est importante. Pour toi, Valérie, quelles sont les qualités d'une bonne sophrologue? Ce sont des qualités, j'ai envie de te dire, humaines, c'est-à-dire la bienveillance, l'écoute, le non-jugement, l'empathie. Voilà, moi, mes valeurs, c'est l'amour, la famille, la liberté. Et ça vient ponctuer ma vie. Je trouve que quand tu accompagnes les autres, il faut déjà que tu aies fait un travail sur soi. Bon, moi, mon parcours de vie, il est ce qu'il a été. Il m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Je suis en paix avec tout ça. Et c'est bien d'être toujours aussi en réactualisation de tes connaissances. C'est-à-dire, t'es pas thérapeute pendant 20 ans, 30 ans ou 40 ans sans te mettre au bout du jour, sans échanger tes pratiques, sans t'ouvrir à d'autres. Il y a tellement de choses qui arrivent aujourd'hui en termes de thérapie, dans l'alliance aussi avec le corps médical. Le corps médical change. Il s'ouvre de plus en plus à ces médecines douces, à ces thérapeutiques et alternatives. Voilà, être dans l'ouverture aussi. Merci Valérie. On arrive en fin de ce podcast. Je vais te poser mes 2 dernières questions que j'aime bien poser à tous les professionnels. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux futurs parents et aux parents aussi? Alors, j'ai envie de vous dire que vous êtes les architectes de votre enfant. Il faut poser des bonnes fondations. Ces fondations, il y a un mode d'emploi. On va pas poser des briques n'importe comment. Donc, entourez-vous. Si vous avez des questions, osez les poser. Le mot, c'est oser, en fait. Osez être vous.
Si vous avez envie d'une telle et telle grossesse, faire naître votre enfant de cette façon, d'une autre façon, mais faites-le. Affranchissez-vous de tout ce qu'on peut dire sur ceci, sur cela. Affranchissez-vous de toutes les pressions sociales. Soyez vous-même. Alors bien sûr, j'ai envie de promouvoir la sophrologie parce que c'est réellement d'ailleurs, c'est une discipline des sciences humaines. Ça vient mettre de la conscience, du sacré, dans ce qui est le plus beau, c'est construire un enfant. Le bébé se construit déjà dans la projection. Déjà, quand tu te dis je veux un enfant, il y a déjà quelque chose qui se tisse dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit, je sais pas comment on peut dire ça, mais il y a déjà quelque chose qui se tisse. Et quand on met cette conscience-là, c'est le tapis rouge après. Qu'est-ce que tu as envie de dire aussi aux futurs sophrologues ou des personnes qui vont entendre ce podcast qui vont se dire mais ce métier me plaît beaucoup, j'ai envie de le faire? Alors, c'est vrai qu'il y a, tout te dire, les sophrologues, ça pousse comme des champignons, les naturopathes, ça pousse comme des champignons, il y en a partout. De faire une formation qualitative, on ne devient pas sophrologue en quelques mois, en 2, 3, 4 mois, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, c'est ma vérité, c'est pas la vérité absolue. Donc, choisir la bonne école et faire un travail sur soi. On ne peut pas accompagner ceux qui sont dans les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin de nous, si nous-mêmes, on n'est pas en paix avec notre parcours de vie. Et c'est de rester toujours humble. On n'a pas la science infuse, on n'est pas plus que l'autre, on est avec l'autre. Voilà, humilité, sérieux dans la formation, tout simplement être humain. Et quand je disais tout à l'heure, on est toujours le rayon de soleil de quelqu'un. Toi aussi, on a tous notre pierre à apporter dans ce grand puzzle de la vie. Merci beaucoup Valérie, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et de manière j'adore tes propos, j'adore ce que tu dis et puis je suis vraiment alignée, vraiment c'est très beau. Merci beaucoup. Et puis je te souhaite vraiment une belle continuité. Merci. Dans tout ce que tu vas entreprendre, parce que là tu fais bouger les lignes, c'est génial. Il y a tant à faire, alors bravo. Merci beaucoup, merci. Et merci à toi aussi Amel. Le podcast Cocoon Doré, c'est l'écoute d'un nouveau professionnel en parentalité le premier dimanche du mois. N'hésitez pas à vous abonner et nous mettre les 5 petites étoiles si vous souhaitez soutenir ce podcast. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine écoute.